Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je suis Nazim Chibel, le cofondateur de Clara, et je suis très content de pouvoir vous accueillir ce matin et d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. On a beaucoup de chance, je nous mets tous dans le même lot d'avoir Catherine ce matin avec nous, et je mâche pas mes mots, je lui ai pas dit avant, donc je lui dis en direct, comme ça elle sera gênée, elle pourra rougir. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont une expertise et une expérience aussi forte qu'elle sur le sujet qu'on va aborder. Elle a eu des super jobs qu'elle va nous présenter évidemment dans des super boîtes. Et la problématique dont on va discuter ce matin, donc sur l'engagement des collaborateurs dans les parcours de carrière, les plans de succession, etc., etc. Honnêtement, c'est un sujet sur lequel elle est complètement légitime, comme peu, je pense, aujourd'hui sur le marché. Catherine, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, merci Nazim, merci pour tes belles paroles. Bonjour à tout le monde. Donc, juste pour me présenter très rapidement, donc en fait, j'ai à peu près, je calculais tout à l'heure, 40 ans d'expérience professionnelle maintenant, donc ça commence à faire beaucoup. J'ai été directeur juridique dans une première partie de mon existence et je suis devenue DRH au fil du temps. Donc, ça, j'ai exercé comme directeur des ressources humaines pendant une quinzaine d'années, avec des postes régionaux et des postes spécifiques en management des talents. J'ai travaillé essentiellement dans l'industrie de la santé. Mes derniers postes étaient chez Bristol Myers Squibb, qui est un gros laboratoire pharmaceutique américain et global réellement. Et auparavant, j'étais dans une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Aikivia, qui s'appelait IMSL, c'est où j'étais aussi à des postes de DRH Europe et de management des talents. En fait, chez IMS, on m'a proposé de créer un poste relatif aux talents. Et à l'époque, ça n'existait pas et on l'a appelé Talent Optimization. Et on a commencé à vraiment gérer tout ce qui était justement plan de succession dont on va parler aujourd'hui et management des talents en général. C'était dans les années 90, donc c'était extrêmement nouveau à l'époque Ouais. et clairement, bon, les choses ont beaucoup évolué depuis, mais c'est vrai que je me suis toujours passionnée pour ces sujets-là. Ces dernières années, je suis en fait maintenant membre de conseil d'administration, de comité stratégique, je fais du mentoring d'entrepreneurs et de femmes aussi d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai évolué vers des fonctions plus différentes, Stratégique. voilà, plus stratégiques. Voilà, donc c'était ma vie en quelques phrases, ma vie professionnelle en tous les cas. Merci Catherine. Et effectivement, je confirme, c'est des sujets sur lesquels, pour échanger avec Catherine maintenant depuis plusieurs années, très très tôt, elle était super mature. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais comme nombre de sujets où les boîtes internationales, les boîtes américaines en particulier, sur ces sujets de gestion des talents, sont souvent les boîtes qui initient énormément de choses et assez tôt. Et sur lequel bah, on le voit, hein, comme sur d'autres sujets. Là, en ce moment, on parle beaucoup aussi de personnalisation des plans de développement, etc., etc. C'est des sujets qui sont quelque part un peu vieux comme le monde de l'autre côté de l'Atlantique et aujourd'hui qui commencent à arriver à maturité chez nous. Catherine, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sur les plans de succession du coup qu'on a évoqué un petit peu en préambule, donc c'est quoi déjà pour toi? À quoi ça correspond? C'est souvent un truc qui est galvaudé, tu vois, qui peut recouvrir tout ou partie d'une politique de gestion des talents. Dans tes expériences et des expertises, vous le définissiez comme quoi? Donc en fait, ça fait clairement tout ce qui est plan de succession, ça fait partie de la gestion des talents en général, et ça permet à une entreprise d'anticiper et de prévoir son organisation à travers l'identification, j'y reviendrai, de postes clés. Donc quels sont les postes qui vraiment pour l'entreprise sont essentiels, et c'est pas seulement au niveau du top management, c'est à travers toute l'entreprise. Donc bien entendu, si on a une petite entreprise, bah, c'est quelques postes. Si elle est plus grande et vraiment française, bah, c'est quand même différents niveaux de postes en France. Et si elle est internationale, c'est la même chose à travers le monde entier. Donc, ça nécessite une organisation de cette réflexion qui se fait notamment à travers ces plans de succession. Donc, on définit les postes, on définit ensuite qui pourrait rentrer dans ces postes à différentes échéances, qui aurait les capacités en fonction des compétences nécessaires pour ces postes. Donc, c'est une démarche autour de quel poste, quelles compétences et qui dans l'organisation pour être considéré à différents stades pour ces postes.
Et résultant de cela, comment développer ces individus selon le temps nécessaire pour qu'on puisse les considérer pour ces postes, ou comment recruter si on s'aperçoit qu'on n'a pas les bons talents en interne à travers ces postes. Donc ça va au-delà de simplement se dire qui on met demain comme directeur financier dans l'entreprise ou comme chef comptable. Alors, c'est hyper intéressant parce que enfin, moi qui suis assez matheux, du coup, je voyais une matrice commencer à se construire, tu vois, dans mon esprit quand tu détaillais avec, tu vois, un besoin ou des besoins et des ressources que tu cherches à mettre face à ces besoins. Euh, Ça veut dire que c'est une opération que tu dois, j'imagine, faire vivre, réaliser de manière plus ou moins redondante. C'est quelque chose, par exemple, que vous pratiquez quoi, de manière annuelle, biannuelle? Oui, alors le départ, je dirais, c'est annuel. C'est souvent, on a une revue, en Ok. fait, on a tout un cycle de gestion des talents qui commence par l'évaluation de la performance, qui évolue vers identifier qui sont les hauts potentiels ou les experts, parce que ce n'est pas que pour les hauts potentiels, Mhm. tous ces plans de succession, c'est aussi pour les experts. Il y a des métiers qui sont très Ouais, particuliers dans des entreprises. Il faut être capable d'identifier comment remplacer ces gens-là parce qu'ils sont clés. Donc, c'est identifier les talents et ensuite identifier quels sont voilà, quelle est l'organisation aujourd'hui et quelles sont les possibilités de faire évoluer les individus dans cette organisation. Et ensuite, ça débouche sur des plans de développement. Donc, c'est souvent un cycle annuel, mais de plus en plus, on a des outils, on parlera d'outils digitaux qui permettent de faire bien ça sûr. de manière beaucoup plus régulière en fonction des évolutions des postes. Un poste qui est supprimé, qui n'existe plus dans l'entreprise, un nouveau poste, quelqu'un qui part en cours d'année, donc il faut faire évoluer la réflexion. Mais déjà, si on met en place quelque chose qui peut fonctionner annuellement de manière un petit peu plus statique malgré tout, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est une bonne base pour avoir des discussions après au fil du temps. Et c'est quelque chose aussi, tu vois, enfin, moi, de mon expertise aussi, chez Clara, vous le savez, on travaille avec énormément de grands groupes français internationaux sur ces sujets-là de gestion des talents. C'est quelque chose sur lequel je vois qu'il y a un devoir aussi d'implication, tu vois, de toutes les strates managériales, Oui. parce que tu vois, on parle beaucoup de gestion des talents et évidemment, ton parcours et ton profil, il est très RH, très DRH, très orienté talent management. Pour autant, cette connaissance que tu as besoin d'avoir sur les individus, cette connaissance que tu as besoin d'avoir sur les besoins de l'organisation, ça, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement RH. Les managers, j'imagine, ont un rôle à jouer, les directions ont un rôle à jouer, Oui. etc. En fait, ce n'est pas du tout un processus RH. En fait, les ressources humaines, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, doivent mettre à disposition les outils, faire vivre les process, en quelque sorte, autour de ces sujets-là. Et c'est un sujet qui appartient en fait à l'entreprise et à la direction générale de l'entreprise et aux différentes strates de direction dans une entreprise. Donc, en fait, la manière dont on construit des plans de succession, déjà, on s'attache à plusieurs choses. On regarde quels sont les individus qui pourraient immédiatement remplacer quelqu'un si quelqu'un disparaissait de l'entreprise pour une raison ou une autre, qui seraient prêts dans 1 an, qui seraient prêts dans, par exemple, 3 ans, et quels sont les experts si on veut vraiment s'intéresser à des postes d'expertise. Donc, tout ça, clairement, ce ne sont pas les DRH ou la fonction RH ou talent management qui connaissent dans le détail ces individus-là. Ça commence par l'organisation. Donc, moi, j'ai toujours préconisé, en fait, une méthodologie qu'on appelle en anglais bottoms-up, donc partir de la Mm. base, en fait, de l'organisation ou des organisations locales ou régionales et remonter peu à peu. Donc, il doit y avoir des discussions autour de cela. Ce n'est pas seulement un papier, des tableaux Excel ou des logiciels à remplir. Ça part d'une discussion autour de quels sont les postes très importants à mon niveau de l'organisation, en commençant par exemple, si c'est une organisation française, on va commencer à y réfléchir au sein de chaque direction, la direction commerciale, la direction marketing, la direction financière. Si c'est plus international, au niveau de chaque filiale, quels sont les postes clés, quels sont les individus que moi j'ai dans mon organisation ou que je connais dans l'organisation, que je vois comme des potentiels. Et ça va généralement, la discussion va de pair. Et puis peu à peu, on remonte ces informations. On a la même discussion à un niveau intermédiaire, par exemple, s'il y a des filiales, donc, par exemple au niveau de l'Europe. Et puis ensuite, on recommence et on ajoute souvent des
peut-être d'autres postes qui nous paraissent aussi clés et qui n'ont pas été identifiés localement, ou des individus qu'on connaît parce que aujourd'hui, ils ne sont pas en Europe, ils sont aux États-Unis, ou ils ne sont pas dans la direction commerciale, ils sont dans la direction financière, mais ils ont un potentiel à évoluer. Et on les ajoute, et puis on recommence au niveau du groupe, au niveau de l'état-major du groupe, avec la même discussion. Parfois, on ne traite pas tous ces postes au niveau du groupe, mais on demande aux filiales ou aux directions de eux les traiter et de continuer à les suivre. Ouais. Donc, il y a tout un processus de discussion qui évolue au fil du temps et qui permet vraiment d'agrandir le débat parce que chacun est humain. Donc, un manager, déjà, il a tendance à vouloir garder ses bons éléments. Donc, il n'a pas forcément envie qu'ils partent ailleurs. Donc, il ne va peut-être pas les mettre sur les postes qui ne sont pas dans sa chapelle. Et puis, il y a des individus qu'il ne connaît pas. Ça permet aussi, ces différents niveaux de discussion, d'être plus objectif. Parce que c'est très simple, on dit ah bah oui, lui je l'aime bien, il était toujours super, ou au contraire, lui vraiment je le trouve, ou elle je la trouve vraiment pas bien, et c'est pas toujours très motivé, et puis surtout c'est une vision d'une ou de deux personnes. Quand ça monte au niveau de l'organisation, c'est important. Alors là où la direction des ressources humaines intervient vraiment, et ça je le faisais vraiment, c'est que moi une fois qu'on avait identifié les talents ou les hauts potentiels ou les experts à travers l'organisation, moi, j'allais les voir. Je les rencontrais à travers mes équipes et à travers moi-même. J'étais capable, quand on avait des réunions avec l'état-major du groupe, de parler des individus parce que je les avais rencontrés. Donc, je savais qui ils étaient, je connaissais leur parcours. Et il est très important aussi techniquement d'avoir des profils de ces individus pour savoir qui ils sont, qui elles sont, quelle a été leur formation, quel a été leur parcours professionnel, quelles sont les compétences, quels sont les besoins de développement. Et ça permet d'avoir une discussion, en plus, quand on les a rencontrés, qui est extrêmement solide sur les potentiels de ces individus dans d'autres postes pour l'avenir et comment les développer, en fait. Et ça permet, par exemple, de découvrir que quelqu'un parle japonais. Et on ne le sait pas forcément. Ouais. Et tout d'un coup, en fait, on a besoin d'un commercial qui va être focalisé sur la clientèle japonaise ou sur son partenaire japonais. Et on a quelqu'un dans l'organisation qu'on ignorait, en fait. On le connaissait parce qu'il était bon ou elle était bonne dans tel domaine, mais pas forcément pour avoir vécu dans un pays étranger ou avoir eu une expérience très différente de son expérience actuelle, mais qu'on peut mettre à profit dans l'organisation. Donc, c'est vraiment, c'est l'ownership, c'est vraiment la direction de l'entreprise. Ce n'est pas les ressources humaines. Les ressources humaines sont là pour aider et surtout pas faire ça tout seul. C'est très important. Et je lisais un peu des articles sur Internet là, ces derniers jours. Il y a beaucoup d'articles qui présentent ça comme une activité RH. Et ce n'est pas une activité RH. Les outils, oui. Le suivi, la relance, la mise je dirais, en orchestration, oui, mais pas le reste. Je vais retenir, j'ai ressorti du coup à mes clients le fait que ce ne soit pas un sujet RH. C'est plein de succession à cette échelle de talent. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais bien rebondir, j'aime beaucoup ce que tu as raconté sur aussi le funnel qui peut se créer dans l'organisation. Alors, et tu l'évoquais, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la manière dont ces organisations sont construites, parce que tu as des organisations qui sont plus ou moins centralisées et sur lesquelles on laisse plus ou moins la main aux entités pour pouvoir piloter ces politiques-là un petit peu dans leur giron. Alors, je pense que c'est un sujet globalement qui devient de plus en plus centralisé. On a vu ces mouvements où aujourd'hui les politiques de gestion des talents appartiennent souvent plutôt au groupe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des talent managers locaux qui font ensuite effectivement le suivi, l'animation des parcours, le travail de proximité. Mais c'est une politique généralement qui est plutôt groupe et ça permet aussi en centralisant un petit peu cette activité, je pense, d'éviter les biais que tu nommais et d'avoir une vue qui puisse être équilibrée, objective, parce que quand tu réussis, enfin, sinon tu vas te retrouver comme par hasard avec tous les Brésiliens qui disent que tous les Brésiliens sont exceptionnels et tous les Japonais qui disent que tous les Japonais sont exceptionnels et de prendre un petit peu de hauteur là-dessus pour panacher peut-être aussi cette remontée d'informations que tu as. Oui. Pour la panacher, pour aussi l'orienter, par exemple, si on veut de la diversité dans l'entreprise, on va un peu bousculer les idées toutes faites de que le successeur de tel poste, ça va être monsieur machin ou ça va être un Français forcément parce qu'on est en France. Donc, ça oblige aussi je dirais, à être plus
plus moderne dans la manière de gérer l'entreprise et plus ouvert sur des profils différents que le profil évident, en fait. Mais ça veut dire qu'il faut accompagner le développement de cette personne, éventuellement. Moi, bien à une sûr. époque, dans ma vie professionnelle, j'étais en charge de ce qu'on appelait le reste du monde, ce qu'on appelle le reste du monde. Donc, on avait des talents dans des petits pays, en Israël, enfin, on en avait partout, mais en Colombie. Et ces gens-là, bien entendu, n'étaient pas connus du reste du groupe. Donc, il fallait arriver à les positionner pour ces plans de succession. Et parfois, il y avait des étapes intermédiaires. On les mettait 6 mois dans un remplacement de congé maternité ou un projet spécifique dans un autre pays pour les faire connaître et Oui. pour ensuite justifier pourquoi on pensait qu'ils étaient compatibles avec certaines évolutions de l'organisation. C'est très clair, Catherine. Sur la construction justement de ce plan de succession, si on rentre un petit peu dans le très opérationnel, c'est quelque chose que tu construis comment, ce plan de Oui. succession, avec quelle responsabilité, quelle organisation, quels outils? Oui, alors en fait, c'est beaucoup plus simple avec des outils, c'est très clair. Ouais, Quand j'étais dans les années 90 ou 2000, il n'y avait pas d'outils, ça n'existait pas. Donc on avait des tableaux, des PowerPoint, on partait de ouais, PowerPoint où on avait créé un schéma où on avait le poste, qui était dans le poste, qui pouvait le remplacer immédiatement s'il y avait une urgence, à 1 an, à 3 ans, et quelles étaient ouais. les caractéristiques principales du poste ou les compétences nécessaires. Et on utilisait ces documents et on les mettait à jour au fil des discussions de manière manuelle, je dirais. Bien Oui, entendu, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils. Alors, soit il y a des outils complètement intégrés. Alors, pour les plus grosses entreprises, il y a des systèmes d'information RH qui ont tous les éléments, je dirais, et qui ont entre autres ouais, des plans de succession, où il y a des outils plus spécifiques. Mais c'est vrai que s'il y a un outil en ligne, ça permet de le mettre à jour plus facilement. Alors après, il y a toute une discussion sur qui a accès à quoi, qui peut changer quoi. Généralement, il faut garder la main quand même, parce qu'autrement, on n'arrive plus à gérer. Mais après, ça peut être, selon le type d'organisation de l'entreprise, si elle est décentralisée, il peut y avoir beaucoup de pouvoir au niveau local, et ça reste local. Si elle est plus centralisée, bon, il faut une méthodologie sur comment on fait évoluer ces documents, en quelque sorte. Après, il y a toute bien la sûr. notion des entreprises très matricielles, où il y a un dialogue au niveau de la fonction et au niveau de la région. Donc, il faut arriver à mettre en place des règles de fonctionnement, en quelque sorte, qui correspondent à la philosophie d'organisation de l'entreprise. Et ça va varier d'une entreprise à l'autre. Euh, et peut-être qu'au début, pour des plus petites entreprises, le rôle justement des ressources humaines est plus important parce qu'il y a une question de Ouais, maturité. Et puis quand l'entreprise est plus mature, que les managers eux-mêmes sont très matures sur ces sujets-là, ils peuvent avoir davantage la main. Mais il faut mettre en place une structure, ça c'est clair, parce que c'est compliqué à gérer et on s'y perd autrement. Et c'est vrai, quand les outils peuvent se parler entre les profils des individus identifiés dans l'entreprise, les postes clés identifiés et les plans de succession, ça rend les choses beaucoup plus faciles, bien entendu. top. Et ça veut dire du coup que, comme tu le disais également précédemment, tu inclus un petit peu toutes les lignes et les strates managériales dans ces échanges-là et dans cette organisation-là, que ce soit les départements, les grands groupes, les plus petites entreprises du groupe, etc. Dans le but essentiellement d'identifier les postes sur Oui. lesquels il y a un besoin. D'identifier face à ce besoin les candidats potentiels, on Mhm. parle d'interne, hein, donc les talents, les experts que tu as nommés, etc. Oui, vas-y, pardon, Oui, Catherine. il y a une chose que je n'ai pas dite en fait, mais qui est importante aussi. On peut soit identifier les individus par poste, soit on peut faire Ouais, des poules en se ouais, disant pour les postes qui vont correspondre à, je sais pas, une direction marketing, mais elle peut être à différents niveaux ou dans différentes business units de l'entreprise. Voilà le pool de talents qu'on peut considérer pour ces postes. Ça permet je dirais, d'être moins ciblé sur un seul poste et d'avoir plus d'ouverture sur les possibilités d'évolution de ces individus dans l'entreprise.
Est-ce que pour toi, il y a des boîtes, des tailles de boîtes, des secteurs d'activité, des organisations d'entreprise pour lesquelles c'est plus ou moins intéressant de mettre en place ces politiques-là? Je dirais que pour les grandes entreprises, c'est essentiel parce qu'on n'a pas Ouais. une visibilité des individus qu'on a et de l'organisation, c'est trop grand. Donc, c'est vraiment important. Et puis, je dirais que c'est un développement pour les managers, d'être obligé d'avoir ce type de discussion sur leur propre organisation, sur les postes clés dans leur organisation, sur les personnes qui travaillent dans l'organisation. C'est un développement pour les managers et c'est extrêmement important pour apprendre soi-même à être manager et à aller au-delà de ce qu'on fait au quotidien. Pour les plus petites entreprises, je pense qu'il faut un processus beaucoup plus simple, mais Mhm. c'est très sain. Et il faut Ouais. vraiment le faire. Alors, c'est peut-être au niveau du comité de direction et c'est une discussion plus simple et des outils plus faciles, mais c'est très important parce que ça permet de déterminer les compétences dont on a besoin. Mhm. Donc, soit les développer, donc ça mène vraiment au plan de développement des individus, soit recruter, anticiper. On sait qu'un jour, on va avoir un problème parce on a une personne dans l'entreprise à un poste clé qui va partir à la retraite d'ici 2-3 ans. Donc, on a le temps de se préparer et soit si on a identifié quelqu'un en interne, de préparer, soit de recruter à l'extérieur. Quelqu'un qui aura la possibilité d'évoluer vers un poste tel que celui-là. Donc ça, c'est important. Et donc, toutes les entreprises, à mon avis, doivent faire ce type d'exercice. Simplement, il est plus ou moins élaboré selon l'organisation. Après, d'un secteur à l'autre, c'est pareil. Alors, bien sûr, il y a des secteurs où on embauche plus que d'autres. Il y a des secteurs où on est plutôt dans du downsizing. On a des Absolument. organisations qu'on réduit, mais ce n'est pas grave parce qu'il faut quand même garder les meilleurs. Il y aura toujours des postes clés. Donc, il faut quand même, il faut le faire aussi. Donc ça c'est vraiment, je dirais que c'est très important de pouvoir avoir cette agilité en fait de gestion de l'organisation. J'ai deux dernières questions pour toi, Catherine, et ensuite je laisserai la parole à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas, j'ai vu que ça commençait déjà, mais n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, je me ferai fort de pouvoir les partager à Catherine. Euh, L'avant-dernière, c'est focus du coup un petit peu plus sur les collaborateurs et un Oui. petit peu moins peut-être sur l'organisation, la manière dont ils vont le faire. Comment tu arrives à identifier, tu vois, c'est un peu le préambule, je pense, de cette politique de plan de succession, de la construction de cette matrice, comment tu arrives à identifier les collaborateurs que tu es censé entrer dans ces plans-là? Quand tu es une boîte à 10 000, à 20 000, enfin, comme tu les as connus, personne. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là, sur comment faire. Moi, j'avais des principes assez simples autour, et c'est un peu vieillot, je pense, maintenant, mais n'empêche, autour du potentiel des individus et de leur performance. Alors, on Ok. a des outils très basiques, comme il y a la grille des 9 cases, avec vous mettez la performance, le potentiel, et vous voyez où sont les individus. Ce n'est pas un outil miracle, ça a ses limites, mais ça permet d'avoir une base de discussion. Je crois que l'identification, elle se fait quand même beaucoup par le dialogue justement entre les managers dans l'entreprise, par un processus clair de profil. Il faut bien connaître les individus, donc il faut quand même qu'eux-mêmes remplissent par exemple un profil et disent qui ils sont, ce qu'ils ont fait, quels sont leurs souhaits. Les discussions annuelles de management de la performance, d'évaluation annuelle, tout ça, c'est très important parce qu'il peut déjà y avoir une discussion sur leurs envies. Après, Bien sûr. ce qui tourne autour de ça aussi, une fois qu'on les a identifiés, c'est qu'est-ce qu'on leur dit. Une fois que si on Ouais. les a identifiés dans des postes, dans des possibilités d'évolution, dans des plans de succession, est-ce qu'on leur dit, ah ben nous, on te voit demain comme le prochain directeur financier, ou est-ce qu'on dit simplement, on pense qu'il faut que tu développes tes compétences dans le domaine financier pour pouvoir aspirer à un poste de directeur financier dans les années à venir. Ça dépend de la culture de l'entreprise. On est plus ou moins transparent selon les entreprises, mais clairement, le plan de succession, c'est aussi un outil de rétention des individus. Donc, il faut qu'ils sachent. S'ils savent qu'ils sont considérés pour des postes futurs dans l'entreprise, c'est très important. Ça va leur donner envie de rester. S'ils n'ont aucune idée de ce qu'on pense d'eux au-delà de ce qu'ils font au jour le jour, ils ne vont pas avoir la même envie de rester dans l'entreprise parce qu'ils n'y verront pas forcément leur futur. Donc la discussion, le dialogue autour de comment les a identifiés comme au potentiel et ensuite comment les a éventuellement identifiés pour des postes, ça permet déjà de discuter de leurs compétences et de leur développement et surtout aussi de les retenir pour l'avenir. À l'inverse, je dirais, il y a des individus qu'on va identifier dans aucun poste
Et Ouais. peut-être qu'on va s'apercevoir qu'ils sont performants dans leur job, mais qu'ils n'ont pas de potentiel. C'est une autre discussion, mais c'est important parce que le jour où on va faire des choix, il faut réaliser que ces individus-là sont peut-être clés, mais ils n'auront pas de potentiel. Alors, si c'est un expert, ce n'est pas grave, d'une certaine manière, mais si c'est quelqu'un qui bloque un poste pour la suite, parce qu'on a aussi besoin, va avoir besoin de faire monter des individus derrière et les développer, il faut se poser des questions. Donc, c'est un outil qui peut servir, bien sûr, à prévoir l'avenir, mais qui peut aussi mieux comprendre l'organisation et les individus à travers ces méthodologies. Il y a un point que je veux souligner aussi, parce qu'on parle beaucoup d'outils, de process, de méthodes, c'est qu'il ne faut jamais s'enfermer dedans. Donc ça, c'est Ouais. très important. Il faut toujours rester avec de la distance. Et moi, mon expérience, c'est que très souvent, le jour où le poste se libère, ben, ce n'est pas forcément la personne qu'on avait mis dans le plan de succession qui va la remplacer parce que soit il vient d'être nommé ou elle vient d'être nommée dans un autre poste, soit entre-temps, ben, on a un peu évolué sur ce qu'on pense, soit il y a quelqu'un d'autre qui tout d'un coup a émergé. Donc, il faut garder cette flexibilité-là. Mais de manière générale, ça permet quand même très sérieusement d'orienter ce qu'on fait. Et moi, je m'amuse même maintenant, en regardant LinkedIn, à voir comment ont évolué les personnes qu'on avait identifiées dans nos différentes discussions de talent management et de plan de succession dans les entreprises où j'étais. Et je m'aperçois que souvent, on était bien dans la ligne de ce qu'ils sont devenus. Alors, pas forcément d'ailleurs toujours dans la même entreprise, c'est parfois dans une autre, mais on ne s'est pas souvent trompé. Il y a quelques surprises, des personnes qui ont finalement eu plus de potentiel qu'on avait imaginé ou l'inverse. Mais globalement, si on a une discussion robuste, et c'est une discussion dont je parle, pas seulement des outils, on a généralement une vision assez claire des personnes et de leurs possibilités pour l'avenir. Ce qui est notamment intéressant dans ce que tu dis, moi j'aime beaucoup la transparence que tu mets, parce que c'est ça le mot, c'est-à-dire que ça doit être visible et même valorisé et valorisable auprès Oui, du collaborateur. ouais, Comme tu le dis, alors, tout le monde aime bien parler de soi, donc grosso modo, ça dérange rarement les collaborateurs de pouvoir discuter de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après. C'est un outil de rétention, comme tu le dis, parce que moi je tombe encore sur des boîtes aujourd'hui qui font leur talent review, qui identifient les gens comme talents, mais qui ne le disent pas. ouais. Mais en fait, c'est une peur de l'assumer. En fait, c'est un problème d'organisation, ça. Parce qu'en fait, ce dont ils ont peur entre les lignes, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, c'est que derrière, les collaborateurs, légitimement, vont s'attendre à quelque chose. Quand tu viens voir un collaborateur en lui disant, tu as été identifié comme quelqu'un qui a du potentiel, tu as été identifié comme quelqu'un qu'on souhaite faire évoluer, si ensuite, pendant 5 ans, il n'entend plus parler de toi, tu vas avoir Ouais. effectivement une forme de problème. Mais ça, c'est pas le problème des individus, en fait, ou c'est pas le problème, tu vois, de la talent review, c'est le problème de l'organisation Ouais. qui doit mettre face à des besoins, parce qu'en fait, ce qu'elle identifie, du coup, c'est un risque de départ si on ne le fait pas évoluer, c'est le fait de devoir proposer à ce collaborateur-là un parcours qui soit un peu augmenté, etc., etc. Et c'est du coup quelque chose sur lequel elle doit apporter une réponse. Et Ouais. donc ça, j'aime beaucoup l'idée de la transparence, tu vois, que tu dois y mettre. Qui va Euh, avec la maturité de l'organisation, parce que justement, on peut être transparent Absolument. si on sait qu'on va faire à peu près ce qu'on dit. Ouais, Voilà, si on va dire à quelqu'un, moi je te vois bien dans tel poste, mais qu'il n'y a pas eu toute tout ce processus derrière, on peut se tromper. Si, moi, j'ai eu des managers me disant, bah, je te vois bien là demain, mais si le reste de l'organisation n'est pas d'accord, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on est déçu et là, on est frustré. Donc il faut vraiment déterminer le niveau de transparence en parallèle au niveau de maturité de ressources humaines de l'organisation. C'est très important bien pour ne pas sûr. faire de déçus et pour pas non plus. Il faut faire attention aussi parce que tu as des individus, tu leur dis bah, dans 5 ans, je te vois à tel poste, eux, ils se voient dans 3 mois. Du coup. Donc, il faut bien avoir les bonnes discussions. Et c'est des discussions faites par le manager, pas par les ressources humaines. Les ressources humaines peuvent être en appui, mais c'est au manager d'avoir ces discussions-là. Donc, il faut aussi que le manager soit capable d'avoir ces discussions-là. Ça veut dire aussi une certaine formation des managers sur ces sujets-là. Oui, parce qu'en l'occurrence, ça doit faire partie de leur rôle, hein. Je veux dire, Absolument. aujourd'hui, le manager, s'il n'aide pas à développer ses collaborateurs, en toute transparence, je ne sais pas à quoi il sert d'autre, hein. Oui, oui. Donc ça, c'est un point qui est important, effectivement. Pour ma dernière question, du coup, elle sera pareil, hyper pratico-pratique. Pour toi, c'est quoi les erreurs qu'il faut éviter et du coup les best practices un petit peu, les trucs
qu'il faut absolument retenir si demain on souhaite mettre en place une politique de plan de succession? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut pas se sentir enfermé dans ce qu'on a mis en place. Il faut être capable d'avoir toujours Ouais, l'agilité intellectuelle d'évoluer en fonction des circonstances. Euh, il faut, euh, il faut absolument faire vivre tout ça, parce que si c'est figé à un instant T, puis qu'après on laisse tomber, on s'en occupe pas, bah d'abord c'est plus à jour, et puis surtout ça déçoit, parce qu'on a oui, créé justement euh, des besoins dans l'organisation et des rêves entre guillemets. Donc c'est très important de vraiment le faire vivre continuellement et de le mettre à jour et comme on dit en anglais, de walk the talk, c'est-à-dire si on dit qu'on va développer quelqu'un sur ces compétences-là, il faut le faire. Donc ça, mhm, c'est très important. Tout au long de ce processus, on n'en a pas parlé, mais l'auto-évaluation est très importante. Il faut qu'à tous les niveaux, ce soit un dialogue. Donc ouais. ça aussi, il faut vraiment en, en tenir compte dans ce qu'on met en place. Je dirais que oui, c'est ça les outils. Et vraiment faire preuve d'objectivité. Euh, pour être très transparente, quand je suis rentrée chez Bristol Myers Squibb, les revues de talent, c'était autour d'une table. Alors là, c'était au niveau global et on parlait des gens, il n'y avait pas de profil. Donc moi, j'arrivais, donc Ouais. je connaissais ni Paul, ni Jacques, etc. Autour de la table, c'était une entreprise où il y avait beaucoup de gens qui avaient évolué en interne. Ils parlaient des individus, il n'y avait même pas un document sur chaque individu, et c'était en fonction de leurs expériences passées avec l'individu. Alors il y avait ceux qu'on aimait, ceux qu'on n'aimait pas, puis l'année suivante, c'était l'inverse. Peu à peu, au fil des années, bien entendu, tout ça a changé et on a Bien sûr. structuré tout ça. Mais il faut s'éloigner de la subjectivité et faire attention parce qu'on a toujours des individus avec qui on travaille, qu'on aime et qu'on aime moins, mais il faut être tangible. Et donc, être capable d'être tangible, alors bien sûr, justement, tout ce qu'on a décrit y aide, mais il faut toujours garder ça à l'esprit. Il faut être objectif et tangible parce que euh, c'est ce qui va ce qui va donner confiance aux collaborateurs et aux collaboratrices de l'entreprise. S'ils sentent que c'est juste du subjectif, bah, ils vont pas y croire. Donc ça, c'est très important aussi. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces infos, pour avoir patiemment répondu à mes questions et en détail. Ce que je propose, du coup, c'est de prendre un petit peu les questions de l'auditoire. J'en ai une première qui est vachement intéressante sur le fait, du coup, que ce ne soit pas un processus RH, Oui. ce que tu as évoqué. Et que du coup, tu dois engager la ligne managériale, le manager de proximité en particulier, mais aussi le reste de la direction dans ces process d'évaluation, d'identification des talents et des besoins. Euh, Comment tu le communiques ça au manager? Comment tu fais en sorte que ce ne soit pas vu, tu vois, comme bah non, mais ça, c'est le rôle de l'entretien annuel, on en parle une fois dans l'année et puis basta, tu vois. Mais quel poids tu donnes, tu vois? Parce que ça c'est ton rôle pour le coup, en tant que Oui. RH, de réussir, tu vois, à l'imposer. Alors, ça commence par convaincre le dirigeant de l'entreprise. Il Ok. faut que lui ou elle soit convaincu de Ça vient tout en l'importance. haut. Ça vient de Ouais, tout en haut parce que ouais. c'est les messages qui vont passer. Si le dirigeant de l'entreprise, il y a une espèce de cascade sur le fait que, bah, en tant que manager, tout ce que vous allez faire autour de ces sujets-là est essentiel et c'est votre rôle. Mhm. Déjà, c'est très important. Et ça commence donc par montrer que lui-même se fait ce genre de revue, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est communiquer les résultats. Donc, c'est partager, raconter, alors ça peut être du storytelling, raconter l'évolution professionnelle de telle personne dans l'entreprise et dire, voilà, à travers les plans de succession, on avait identifié Bénédicte ou Jacques pour ce type de poste, ce type de compétence, et bien voilà, aujourd'hui, on l'a nommé. Donc, le dire, ça, c'est très important aussi. Et puis communiquer, oui, communiquer régulièrement. Après, il y a autre chose qui est important, et je pense que ça crée aussi de la crédibilité pour le management, alors ça peut être pas forcément toujours très transparent, mais en tout cas avec les managers eux-mêmes, c'est dire voilà ce qu'on avait identifié il y a 3 ans sur les Ouais, postes, etc. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça, c'est très important. Il faut suivre la réalité par rapport au travail qu'on avait effectué, parce que ça permet déjà d'ajuster ce qu'on fait et de l'améliorer. Et puis, ça permet de montrer aussi que ça a un rôle. Que ça a bien permis sûr. vraiment de développer un certain nombre d'individus. Donc, c'est beaucoup de communication et puis c'est par l'exemple.
Donc, l'exemple du management. Après, ça peut être, même si l'exemple vient du sommet, ça peut être fait au niveau des filiales en leur disant, voilà, ça fait partie, vous dirigez une filiale, c'est votre rôle et on vous laisse gérer ça. Voilà les outils. Mais c'est vrai qu'on va regarder ce qui se passe quand même et on va aussi, nous, faire le même exercice. Donc, si on a des personnes on pense qu'elles pourraient effectivement demain travailler en Belgique, ben, on va aussi s'assurer que ça rentre dans vos plans de succession. Donc voilà, mais c'est communication et exemple, je dirais. Ça fait Et deux des fois que outils tu le nommes et je l'ai. performants. Et honnêtement, des outils performants, parce que si les outils ne marchent pas ou si c'est une usine à gaz, ça ne marchera jamais. Ça fait deux fois que tu le dis, je ne l'ai pas relevé la première fois, donc je vais le faire la seconde fois alors que j'y ai pensé. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper culturel dans le monde RH, c'est le fait de valoriser un petit peu ce qui est fait, d'héroïser un petit peu ce qui est fait, tu vois, de Oui. faire des post-mortem sur ce qui a été réalisé. On a plein d'idées, je pense qu'il y a des gens hyper créatifs dans cet univers, dans le RH, etc. Il y a plein de choses qui sortent à peu près tout le temps. Par contre, vraiment, je pense qu'à contrario de bien d'autres métiers, il n'y a pas cette culture, effectivement, de voilà ce que ça a donné, voilà ce que ça a rapporté à la boîte, voilà les gens que ça a retenu, qui auraient pu partir. Tu vois, vraiment de voilà, mettre en valeur ce truc-là, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le postulat de départ de plein de managers, c'est ça sert à rien, c'est encore lourd, c'est pas notre job, c'est un truc qu'on doit avoir à peu Oui. près tout le temps. Oui, Euh, on a et, suffisamment à et, et, faire. exactement. Et ça, face à des gens qui sont souvent drivés par la performance, Oui. si tu n'amènes pas des choses sur lesquelles ils peuvent quantifier justement l'apport que ça peut avoir, tu vois, Oui. tu parles dans le vent en fait. Absolument. Et Ça... je dirais que ça revient déjà à ce qu'est la fonction ressources humaines dans l'entreprise. Et là, moi, je me suis plus recentralisée sur la France ces dernières années. Il y a clairement une différence. Dans les entreprises américaines qui sont performantes, le partenaire RH, c'est un business partner. C'est pas, la fonction Ouais, n'est pas isolée. Et le DRH est au comité de direction du groupe et ne rapporte pas au absolument. directeur financier, mais au CEO, etc., etc. Il y a vraiment une vision très business de la fonction. Du coup, il y a une crédibilité de la Absolument. fonction pour les managers parce que c'est vraiment, les ressources humaines viennent en support du business. Donc, ça se fait assez naturellement, même si ça demande de les convaincre et de les aider de certaines manières, tout en ne faisant pas les choses à leur place. En France, on a encore dans beaucoup d'entreprises une vision très sectorielle de la fonction ressources humaines. C'est du back-office, c'est une fonction qu'il faut avoir parce qu'il faut payer les gens. L'administration du Voilà, personnel. c'est de Ouais. l'administration du personnel. C'est en train d'évoluer quand même très significativement. Je pense que dans les participants qui sont dans des grands groupes, clairement, ils doivent voir ces évolutions très nettes et selon les groupes, c'est déjà très orienté business partner. Mais soit dans sa tête, en tant que RH, il faut avoir cette vision-là de son métier et l'imposer. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que ça dépend comment elle est gérée en interne, mais il faut vraiment devenir un partenaire du business et non pas une fonction de support. Et du coup, Absolument. tout le reste en découle. Absolument. Je vais prendre une dernière question. Merci Dorian pour la question. Comment arriver à dénicher les pépites qui sont retenues par les managers dans leurs équipes? Je parle beaucoup de freins humains toujours, mais Et comment oui, tu fais et ben pour faire sauter cette résistance? justement, alors c'est presque plus facile dans des autres entreprises très matricielles parce que tout d'un coup, il y a plusieurs personnes qui ont des visions sur un individu. C'est pas que son Bien manager. Donc sûr. justement, si on fait ce processus on part de la base et on remonte peu à peu la discussion et les profils, etc. Et ben, même si monsieur ou madame machin n'a pas trop mis en avant son direct, je sais pas, sa chef des ventes, mais qu'au-dessus, ils ont vu la chef des ventes sur des projets, travailler en dehors de son quotidien et qu'ils la trouvent excellente, eux, ils vont l'amener dans la discussion. Donc, ces discussions élargies aident. Oui. Obliger à faire travailler sur des projets au-delà de son quotidien, c'est-à-dire mettre en place des projets dans l'entreprise où on va prendre un certain nombre de personnes qu'on pense être des potentiels et du coup, on les met sur des projets en dehors de leur travail quotidien. Tout d'un coup, elles ont une visibilité dans l'entreprise et donc il y a d'autres personnes qui vont dire, mais en fait, moi, je prendrais bien pour ce poste qui vient de se libérer telle ou telle collaboratrice ou collaborateur parce que je l'ai vu sur ce projet, etc. Donc, il faut encourager le travail en dehors du quotidien. Et puis, il faut former les managers. Il faut qu'ils se rendent compte eux-mêmes que s'ils retiennent ou s'ils ne veulent pas partager le fait qu'ils ont une pépite, mais ils vont la perdre parce qu'elle ne restera pas.
Et donc, elle ne partira pas non pas ailleurs dans l'organisation, elle partira tout court de l'organisation. Donc, il faut aussi, dans le processus de formation des managers, leur faire comprendre que c'est leur intérêt, en fait, voilà, de faire évoluer la personne. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'effectivement, quand on a une organisation qui est déjà serrée en nombre d'individus parce qu'on a squeezé tout le monde pour qu'il y ait le moins d'individus possible, pour que ça coûte le moins cher possible, et qu'on a des gens très brillants et on se dit, ceux-là, bah, si je les perds, comment je vais faire? C'est humain. Absolument. De la transparence, de la communication, de la formation, Oui. c'est un peu Dialogue. les choses absolument, du dialogue, complètement d'accord. Et effectivement, ce point-là, encore une fois, je pense qu'il n'est pas forcément un truc qui est hyper pratiqué, qui est la mise en valeur de tout ce qu'on peut faire et l'intérêt. Enfin, et après tout, si on n'arrive pas à définir l'intérêt, c'est sans doute qu'il n'y en a pas, parce que sinon, il doit pouvoir être partagé, communiqué, tu vois, diffusé. Oui. Et comme tu le disais aussi sur l'organisation, le fait que, et ça, pour le coup, c'est un mouvement effectivement qui est plutôt bien enclenché à l'étage de grandes organisations, notamment internationales, pour travailler avec des groupes comme le groupe Safran, le groupe Carrefour ou le groupe BPCE. Ce rôle-là, effectivement, que peuvent avoir les équipes talent management ou RH, ce rapport qu'ils ont direct avec la hiérarchie, la direction. Je sais pour parler du dernier nommé qu'en l'occurrence la directrice Talent Management Group rapporte directement au président du directoire. Et donc, ce rapport-là, il est important pour effectivement affirmer ce que tu dis d'abord et aussi derrière pour avoir une vue qui soit un peu globalisante, comme le disait, dans un périmètre groupe où on va chercher à panacher, objectiver un petit peu tout ça. Absolument. Oui, tu veux rajouter un dernier mot, Catherine? Non, je disais à l'inverse, c'est aussi montrer à certains managers que si la personne, par exemple, fait des très bons résultats, ce n'est pas suffisant. Que pour pouvoir évoluer dans Absolument. l'entreprise, il faut des soft skills, il faut une capacité au-delà des résultats. Et donc, il y a vraiment une question de formation des managers aussi, parce qu'eux vont peut-être mettre en avant une personne en disant mais il a des super résultats ou elle a des super résultats. Elle est peut-être épouvantable en travail en équipe et ce n'est pas ces personnes-là qu'on va faire évoluer dans l'entreprise souvent. Absolument. Catherine, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu nous partager ce matin. Je pense que c'était super utile. Merci à tous les gens qui ont répondu présents aussi pour cet échange et pour vos questions. Évidemment, vous avez retenu le message quand Catherine faisait référence à des outils. Clara est un éditeur d'outils spécialisé sur ces problématiques-là. Et donc, j'aurai le plaisir, évidemment, de vous revoir sur un de nos prochains webinars qui aura lieu à partir de la rentrée, à partir de janvier. Suivez-nous sur tous les réseaux pour pouvoir être au courant de ce prochain événement. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, Catherine, pour ton temps et pour tout ton feedback. C'était super intéressant pour moi et j'espère pour les gens qui nous écoutaient. Et à très bientôt pour tout le monde avec Clara. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Lisa. Merci, Catherine. Je vais y arriver. À bientôt. Au revoir. Pas de souci. Au revoir.